Et c'est parti, en effet François-Xavier, je suis en retrait du plateau de manière à respecter les règles de distanciation. Et j'ai le plaisir pour cette table ronde défis et enjeux de l'expérience client vue par les professionnels de l'expérience client d'être accompagné cet après-midi de Romuald Cvetkovic, directeur de la relation client de Maison du Monde, de Grit License, directrice qualité de service client de chez Thalys, et de Thierry Ternon, directeur de la relation client chez Parnasse Groupe Orange. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue sur cette table ronde en direct de CX Paris 2020. Alors avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter un petit peu votre job et vos sujets clients du moment. Grit License, pour commencer. Merci. Je suis donc Grit License, je travaille chez Thalys, je suis directeur du service client et de la qualité. Et on a fait le choix délibérément de mettre les deux départements dans la même direction, justement pour bien récolter tous les feedbacks clients qu'on puisse avoir via les demandes d'informations, les plaintes, qu'on a aussi parfois des feedbacks clients, et en même temps de pouvoir aussi faire des enquêtes de satisfaction, de performance auprès de nos clients pour bien pouvoir remonter ces feedbacks clients auprès des départements, d'autres départements de Thalys. Très bien, Grit. Alors vous avez un petit accent, vous pouvez nous dire d'où vous venez? Oui, j'habite pas loin de Bruxelles, en Flandre, donc oui. Donc c'est avec un petit accent exotique flamand aujourd'hui. Que vous défendez les couleurs de Thalys. Romuald, au sein de Maison du Monde, un petit mot de présentation. Oui, alors moi je n'ai pas d'accent. Maison du Monde, c'est une boîte à l'origine nantaise qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. La relation client chez Maison du Monde, c'est 250 collaborateurs un peu partout en Europe. Et la spécificité du modèle Maison du Monde, c'est qu'on interagit avec nos clients en 7 langues différentes. D'accord, 7 langues différentes, c'est autant de compétences à acquérir au sein du service client. Thierry Ternon, un petit mot de présentation au sein de Parnasse Groupe Orange. Quelles sont vos missions prioritaires? Bonjour à tous. Donc moi je suis Thierry Ternon, je m'occupe de la direction de la relation client et du service Parnasse. Parnasse, c'est quoi? En fait, c'est la 3e marque du groupe Orange. Il y a la marque Orange Grand Public, la marque Soch pour le digital. Et Parnasse est une entité qui est en charge des clients très haut de gamme sur des codes un peu de luxe et puis de gérer effectivement des clients qui sont très très exigeants. Très très clair. Alors, je vais vous poser la même question à tous les trois. L'un des défis des marques pour optimiser leur expérience client passe par l'utilisation des nouvelles technologies. Quelle est votre position par rapport à l'IA, au machine learning ou à d'autres technologies en expérimentation, et sur quelles innovations vous travaillez au sein de vos organisations? Qui veut commencer sur cette question? Thierry. Oui, bon, alors, nous à Parnasse, on n'est pas dans une course effrénée à l'intelligence artificielle, contrairement peut-être à ce que vous pourrez penser, parce que effectivement, on doit être toujours dans l'excellence et donc dans l'anticipation. Alors on ne le fait pas pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que nous pensons que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas dans une fiabilité suffisante pour pouvoir la proposer dans nos services qui, évidemment, préconisent l'excellence. Pourquoi? Parce que derrière l'intelligence artificielle, évidemment, de l'intelligence, mais il y a aussi de l'humain, il y a de la programmation. Et on a tous testé, par exemple, Siri, où, dans le meilleur des cas, on rigole de la réponse qui nous apporte à notre requête, et dans le pire des cas, ça nous agace. Donc voilà un exemple d'intelligence artificielle où nous, on se dit on ne peut pas prendre ce risque de proposer des services comme celui-là. Par contre, évidemment, on a de l'intelligence artificielle, mais c'est de l'analyste humain qui ensuite regarde effectivement les données, puis qui les traite et qui les met à disposition ensuite. La deuxième raison pour laquelle nous n'avons pas d'intelligence artificielle à Parnasse, c'est en fait le fait que nos clients ne veulent pas parler à des machines. On était même poussé assez loin le concept, puisque nous n'avons pas de serveur vocal interactif. Vous savez, maintenant, quand vous téléphonez sur un service de relation client, vous avez appuyé sur 1, appuyé sur 2, faites l'étoile, etc. Nous, on a supprimé ce SVI, ce qui fait que, quel que soit le moment où vous appelez, quel que soit l'endroit où vous appelez, vous tombez toujours sur une voix humaine. Voilà. Donc, pour l'instant, pas d'intelligence artificielle. C'est une spécificité avec l'humain au cœur de voilà, tous ces processus. C'est l'humain. Alors, pour autant, on s'intéresse évidemment à l'intelligence artificielle, mais plutôt sur des actes qui vont être très simples, de type, par exemple, vous avez perdu votre code PUC. On peut penser qu'évidemment, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle à ce moment-là. Mais l'intelligence artificielle, le rêve, c'est quand il y aura plutôt du prédictif. Aujourd'hui, on est encore un petit peu loin. Anticiper les besoins des clients avant même qu'ils les expriment. Grit License, au sein de Thalys, la technologie, c'est un vrai sujet? Oui, c'est un sujet. Nos clients sont très exigeants. On essaye donc de suivre leurs besoins et d'innover à leur rythme.
pas forcément à tout prix. Donc, on a vraiment cherché la complémentarité entre le digital et l'humain. L'humain qui est au cœur de toutes nos interactions, mais bien sûr, nous offrons depuis 2 ans un chatbot pour répondre aux questions simples de nos clients. Et on a aussi une foire aux questions dynamiques, bien sûr, à disposition de nos clients. Et on voit que ça marche très bien pour des questions simples, ce qui permet de libérer du temps à plus forte valeur pour nos agents et être là quand les clients vraiment ont besoin d'eux pour une assistance plus personnalisée et de proximité dans la relation qu'ils souhaitent. D'accord, un chatbot, donc c'est bien d'avoir votre retour d'expérience. Aujourd'hui, vous continuez sur cette voie-là, les next steps par rapport à cette expérimentation? Oui, pour des questions simples, c'est quelque chose qui marche très bien. Et donc, on voit que les clients le cotent très bien. Et bien sûr, il faut toujours investir à l'éduquer, ce chatbot. Et donc, nos agents, ils le font aussi. Ils enrichissent ce chatbot avec des réponses adaptées aux questions de nos clients chaque jour. Romuald Setkovitz, est-ce que vous aussi, vous êtes un nourrisseur de chatbot au sein de Voyageurs, de Maison du Monde, pardon? Pas tellement. C'est pareil au niveau de la technologie. On trouve aujourd'hui que tout ce qui est big data, intelligence artificielle, on n'est vraiment pas, le marché n'est pas mature pour traiter ce type de sujet. Par contre, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la révolution là qui arrive à court terme, qui est la 5G, où là on sait qu'on va avoir du débit, on va avoir de la latence et on va avoir un nombre d'interactions possibles très nombreuses. Et voilà, moi j'ai hâte, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le métier, de pouvoir proposer de la visio aux clients. Donc c'est de la voix, de la gestuelle, un univers derrière. On va passer un cran dessus d'un point de vue marketing. Ça va être la première étape. Et juste derrière, on sait qu'il y a quelque chose qui va être important pour nous, qui va arriver, c'est les objets connectés, qui dépendent fortement. Le préalable, c'est la 5G, mais les objets connectés vont être stratégiques pour nous. Et là, on va créer de la valeur ajoutée au niveau de la relation client. Très intéressant. Alors, on est dans le thème engagement de cet après-midi, premier après-midi de CX Paris 2020. Au sein de vos organisations, vous êtes tous les trois des grands professionnels de l'expérience client. Comment vous y prenez pour engager vos clients et pour les embarquer avec vous dans vos stratégies relationnelles? Romuald. Je crois à nouveau qu'il faut être assez pragmatique. On commence par le B.A.B.A. Le B.A.B.A, c'est avoir une qualité de service irréprochable. Ouvrir tous les canaux, si on n'y répond pas, ça n'a pas de sens. Donc c'est quand on nous appelle, pouvoir répondre rapidement, avoir un échange de qualité avec le client qui nous appelle, et ce sur tous les canaux. Voilà. L'objectif reste bien d'ouvrir tous les canaux, d'être accessible et avoir quelque chose de très personnalisé. Il n'y a pas de script, il y a à chaque fois une relation sur mesure basée sur ce qu'on a et les achats historiques, l'historique des achats qu'on a dans les CRM du client. Et vous avez vécu, comme nous tous ici, une période compliquée, vous en parliez. Donc qu'est-ce que vous en retirez dans votre rapport au client? Alors, on a vécu une période compliquée puisqu'on a eu beaucoup de sujets au niveau du transport, où il y a eu un goulot d'étranglement en fait, au niveau du transport pour l'ensemble des acteurs de l'e-commerce. Ça nous a impacté. Ce que ça nous a appris, c'est qu'il faut garder une flexibilité, une agilité, que ce soit en interne ou auprès de nos partenaires avec qui on travaille, pour pouvoir, donc on a nous essayé de trouver des solutions très pragmatiques, donc élargir les horaires d'ouverture pour traiter plus de contacts clients. On a ouvert le samedi. On a commencé beaucoup plus tôt, fermé plus tard, tout ça pour essayer d'absorber le besoin qu'avaient nos clients de nous contacter. Donc être présent aux côtés des attentes clients. Grit Lissens, vous avez aussi la passion du client chevillée au corps et au cœur, j'allais dire, au sein de Thalys. Expliquez-nous comment vous procédez. Le bienvenue chez nous, c'est le slogan de Thalys qui vit en externe et en interne et qui n'est pas juste un slogan en fait. Ce sont vraiment des vraies valeurs qui sont portées par tous nos agents au sein de Thalys. Et on voit que l'engagement du client Thalys, il est très très fort. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est vraiment notre prescripteur, qui est notre ambassadeur. Et donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment ensemble avec nos agents et ensemble avec nos clients, co-construire notre offre et nos services. Et donc nous invitons nos clients régulièrement à participer à des réflexions sur l'évolution de notre offre, sur l'évolution de notre service. On fait des enquêtes régulières juste après le voyage, des longues enquêtes et des enquêtes plutôt courtes à chaud. On essaye de savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur voyage, de leur passage au lounge. On les invite dans des panels où on prend leur avis. Donc c'est vraiment une question de co-construction. Ce bienvenue chez nous, il est vraiment bienvenu chez vous aussi. Et donc on le fait ensemble avec nos clients et avec nos agents.
Co-construction, ça c'est un thème qui parle à beaucoup de marques et beaucoup de marques sont en train de s'engager dans cette voie de la co-construction pour être au plus proche des attentes clients. Thierry Ternon, au sein de l'engagement client, au sein de Parnasse, comment vous procédez? Alors on est dans le domaine des télécoms, vous avez compris, on est plutôt à rebours du marché. Parce que dans les télécoms, on a plutôt tendance à engager les clients sur 12 mois, 24 mois, etc. Alors, nous ne le faisons pas à Parnasse, on est sur une offre sans engagement. D'abord parce que tout simplement la typologie de la clientèle que nous avons s'accommoderait mal d'un engagement, parce qu'il le vivrait comme être prisonnier d'une offre. Et puis on le vit aussi nous comme une preuve du coup de la qualité de nos services, qu'on n'a pas besoin effectivement d'emprisonner un client sur une durée, parce qu'on est sûr effectivement de la qualité de nos offres. Alors ça marche puisque globalement on a un taux de churn qui est le record sur ce marché, puisqu'on est autour de 10%, quand les autres sont plutôt autour de 14-15%. Et puis la deuxième preuve, c'est que malgré que toutes les boutiques d'Orange commercialisent sur l'Île-de-France Parnasse, eh bien en réalité, le premier canal d'acquisition de nouveaux clients, ce sont nos propres clients qui en parlent à leurs amis, donc c'est ce qu'on appelle la cooptation. Donc c'est bien faire la preuve que nos clients sont satisfaits et qu'il n'y a pas besoin d'engagement de notre côté. Très bien, parfait. Alors, à côté de ce thème de l'engagement, il y a aussi le thème de créer une réelle culture client dans l'entreprise. Il s'agit d'un volet RH, arriver à faire que du premier au dernier des salariés de l'entreprise, tout le monde soit orienté vers le client dans les organisations. Vous êtes des convaincus, vous prêchez du matin au soir la bonne parole du client, mais est-ce que c'est facile d'embarquer tout le monde avec soi? Qui veut répondre et comment y parvenir? Moi, je veux bien. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment quelque chose qui vit au sein de Thalys. Donc, le bienvenue chez nous, on l'a vraiment traduit au sein de toutes nos directions. Et notamment au service client, on a créé ensemble avec les agents le comportement qui traduit ça envers nos clients. Nous, on l'appelle Cheers. Donc, on a vraiment créé ça ensemble avec les agents. Et ça veut dire que Cheers, ça veut dire que l'agent doit être clair avec les clients, doit être clair dans ses explications, il doit être humain, empathique, il doit lui proposer la solution et peut-être même un tout petit peu plus l'extra dans la relation client. Il doit être réactif, parce qu'on voit que le client n'a pas le temps d'attendre une réponse et via tous les canaux, il attend une réponse rapidement. Il doit être responsable de sa réponse, nous on l'appelle le signed, et donc ça veut dire qu'il doit apporter une assistance personnalisée. Et ce qui est tellement bien dans cette démarche, c'est que ce n'est pas venu juste par une agence de pub qui nous a trouvé ça, mais que ce sont les agents eux-mêmes qui ont compris les attentes des clients et qui ont eux-mêmes trouvé cet acronyme qui est aussi signe d'une proximité avec les clients. Quand on fait Cheers avec quelqu'un, on est proche de quelqu'un. Et donc même dans ces temps de Covid, on essaye quand même de respecter ce baseline. Très clair. Romuald Setkovic, directeur de la relation client de Maison du Monde. Chez vous, dans votre entreprise, comment on fait pour créer cette culture client? Ça s'édicte, ça s'inculque, il faut former. Sur quel levier vous appuyez? C'est un mix d'un petit peu tout ça. Ce qui est particulier déjà, c'est que chaque collaborateur qui va intégrer la relation client chez Maison du Monde va avoir un parcours personnalisé d'intégration. Donc il y a un socle commun, évidemment, sur les valeurs communes de l'entreprise. Mais on va, et c'est la spécificité des 7 langues qu'on a, des 7 cultures différentes qu'on a chez Maison du Monde au sein de la relation client. Chaque culture a ses propres attentes. Alors c'est vrai que le marché allemand, il est spécifique. Le marché allemand, ça demande un formalisme, de la rigueur au niveau des échanges. Très souvent, le canal voix est relayé par une confirmation écrite derrière. Contrairement au marché italien, où on va avoir une culture beaucoup plus latine, beaucoup plus orale, il y a un lien émotionnel qui doit être créé. Et c'est très difficile de cadrer tout ça. Et donc au final, on donne un cadre, on laisse beaucoup de liberté à chaque collaborateur de s'exprimer, de trouver le juste réglage, le fine-tuning avec son marché, sachant à nouveau qu'on a quand même malgré tout un cadre et qu'il y a une cohérence globale au niveau européen de la marque. D'accord, c'est passionnant parce qu'on voit qu'on a une représentante, oui, une digne représentante de l'univers du voyage, de l'ameublement et des télécommunications. Je vais vous donner la parole, Thierry, mais vous avez autant finalement de problématiques communes avec des mises en musique et en expérimentation
parfois différentes. Vous, Thierry, pour former les collaborateurs Parnas, je crois que vous mettez le paquet. Hein. Oui, c'est ça, c'est le paquet, comme vous dites. Ça s'appelle la Haute École du Service, effectivement. Et là, je rejoins exactement ce qui se passe sur Maison du Monde. Effectivement, tous nos collaborateurs ont le même cursus de formation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce soit dans l'ADN total. Et je prends souvent cette métaphore, mais je trouve qu'elle est assez juste. Je vais me permettre de la reprendre, mais j'ai tendance à penser que la relation client, c'est un peu comme les mêmes règles que le mélomane. Le mélomane, pianiste, il sait très bien que quand il ne joue pas pendant 2 jours, il va s'en apercevoir. Et quand il ne joue pas pendant 4 jours, ce sont les autres qui s'en aperçoivent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relation client, ce n'est pas le lundi, le mercredi, le vendredi. C'est tous les jours de la semaine et c'est aussi à tous les étages. C'est-à-dire que l'erreur, ce serait de dire la relation client, on va l'inculquer uniquement aux gens du front. Non, il faut que tout le monde soit avec la même piqûre de la relation client, que ce soit les gens de la logistique, les gens du marketing, évidemment, tous les gens que ce soit la satisfaction, la réclamation, etc. Parce qu'on doit tous avoir le même discours pour une raison simple, c'est qu'une chaîne, évidemment, ne tient qu'à son maillon le plus faible. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait un de ces maillons qui défaillisse. Très intéressant. Je retiens la métaphore du mélomane qui nous inspirera tous. Alors justement, dans vos métiers, il y a quand même le digital qui est venu changer et rebattre les cartes de pas mal de canaux d'interaction. Et donc, vous devez vous adapter à cette nouvelle donne. Quelle est votre vision de l'évolution des métiers ? Justement, on parle de conseillers augmentés, on parle de tirer le meilleur des 2 mondes entre la sphère digitale et la sphère relationnelle. Est-ce que vous avez une vision finalement de l'évolution de vos métiers et des convictions peut-être à partager avec nous ? Grit, Licence. Je crois que ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut garder l'équilibre entre cette évolution digitale qui est incontournable et on y est tous, et l'humain. Il faut vraiment qu'il y ait cette complémentarité. Je pense qu'on ne fera jamais, comme dans toute relation, tout par SMS, tout par chat. Non, il faut vraiment avoir un humain à qui on peut s'adresser pour avoir de l'assistance personnalisée. Et comme ça a été dit avant aussi, chaque culture a ses exigences. On le voit aussi très bien chez Thalys. Un Allemand n'attend pas la même chose qu'une interaction qu'un Belge ou qu'un Français ou qu'un Anglais ou un Allemand. Donc c'est vraiment cette approche sur mesure que je pense qui est vraiment la plus-value dans le contact humain. Et donc c'est cette complémentarité qu'il faut vraiment essayer de bien trouver et le juste équilibre là-dedans. Et alors vous êtes aux manettes de la direction de la relation client de Thalys depuis combien d'années ? Ça fait un petit moment maintenant, oui. Faut pas donner la puce à l'oreille à mon directeur général parce que j'aime bien mon job. Mais ça fait quand même 9 ans que je suis là, oui. Et vous avez vu votre métier quand même se transformer ? Bien sûr, oui, bien sûr. D'accord, avec finalement le poste client qui quand même prend une envergure stratégique de plus en plus prégnante. Au sein de Maison du Monde, justement, cette transformation des métiers. Alors vous, Romuald, vous avez un parcours diversifié. Est-ce que vous pouvez nous en parler et peut-être nous dire votre perception de cette évolution des métiers de la relation client ? Alors moi, ça fait une vingtaine d'années en fait que je fais de la relation client. J'ai commencé avec du 100% téléphone et un tableau Excel. J'ai connu la transition de la voix vers l'écrit, les réseaux sociaux, et on attend la prochaine révolution pour nous dans le métier qui va être probablement la totale, c'est-à-dire la visio. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire très clairement, pour moi, le digital, l'informatique, ça reste des outils, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est l'humain et c'est ce lien privilégié que vous créez avec l'autre au niveau de la relation client. C'est notre métier. Je vais vous donner un exemple. Je le cite souvent. Air France, j'adore Air France. Moi, je prends mon billet en ligne, j'arrive à l'aéroport, je sors sur un automate ma carte d'embarquement et après, au moment de donner mon bagage, je la mets dans une espèce de truc qui se ferme tout seul et qui me sort un autre ticket. Je n'ai pas vécu une expérience qui m'épanouit, je ne suis pas un client heureux et moi, intellectuellement, en termes de perception de marque, Air France a beaucoup perdu. Et vraiment, pour moi, l'humain, l'interaction humaine, et on l'a vu là, avec la crise du Covid, si on n'a pas cette interaction humaine, on est des animaux sociaux, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Et donc, il y aura plein d'outils, il y aura plein de nouveautés, j'ai aucun doute. Mais le CC, le conseiller clientèle, la personne qui répond, qui crée ce lien unique avec l'autre, il restera. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui crée de la valeur. Très clair, très intéressant. Thierry, un petit mot à ajouter ? Oui, sur la transformation, pour nous, évidemment, c'est important parce que dans le domaine des télécoms, ça bouge énormément. Et en fait, la transformation, elle nous est imposée. En réalité, on n'a pas le choix parce qu'en fait, il y a 2 éléments majeurs qui arrivent
sur l'échiquier. Le premier, d'abord, c'est le client. Le rapport au client a totalement changé. Il est devenu surpuissant, il est devenu exigeant, il est devenu expert. Enfin, je rigolais il y a quelques jours parce qu'il y a quelques années, vous savez, le vendeur de chez Darty ou de la Fnac, c'était le roi du pétrole puisque c'était le spécialiste et dès qu'on avait besoin d'acheter une platine, une télévision, on allait le voir et c'est lui qui avait la science de la technologie et de l'expertise. Aujourd'hui, quand je vais les voir, j'ai l'impression qu'ils sont tous sur Tranxène et Xanax parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui connaissent mieux le produit qu'eux puisqu'ils sont allés sur Internet et du coup, ça change totalement. Et je ne vous parle pas du patient qui arrive chez le médecin et grâce à Doctissimo, lui dicte déjà l'ordonnance qu'il faut que le médecin fasse. Donc là, il y a une vraie révolution et donc on est obligé de suivre cette évolution. La deuxième évolution, c'est évidemment les réseaux sociaux. Vous savez, il y a quelques années, on disait un client satisfait, on parle à 3, mais quand on parle à 10. Aujourd'hui, c'est plutôt un client satisfait, on parle à 10 dans le meilleur des cas, et il en parle à des milliers s'il est mécontent. Donc évidemment, on est obligé de suivre ces éléments. Et évidemment, il y a un élément de contagion extrêmement important et un pouvoir de nuisance. Ils ont une bombe atomique au bout des doigts, ces clients. Et donc, la transformation, c'est bien d'accompagner ce mouvement et d'être vraiment à l'écoute des clients et surtout que ce client ne soit pas dans l'angle mort parce que c'est là effectivement qu'on est en danger. D'accord, très intéressant. Alors justement, dans ces évolutions, moi j'aimerais comprendre un petit peu vos organigrammes dans vos structures respectives et comment vous êtes tous les trois des professionnels qui travaillent depuis longtemps dans l'expérience client. Comment vous avez vu finalement le niveau hiérarchique monter sur l'expertise client? Comment est-ce que les KPI sont aujourd'hui interprétés dans vos structures? Est-ce que ça monte jusqu'à la direction générale? Expliquez-nous un petit peu si finalement le client, c'est vraiment, il est au cœur de vos organisations, y compris au niveau de votre direction générale. On est que 400 ou 500 à vous écouter, hein, donc parlez sans crainte. Ben, je crois que la Customer Centricity, c'est notre quotidien. Enfin, mes KPI, moi, sont suivis par Julie, la CEO, pratiquement au quotidien. Quand elle a une question, c'est un Teams, il faut la réponse immédiatement. Aujourd'hui, la préoccupation première de l'entreprise, c'est évidemment répondre aux besoins des clients. Et donc, ça s'est beaucoup professionnalisé, beaucoup de data, beaucoup d'outils, de plus en plus d'enjeux financiers, parce qu'on met de plus en plus de cash aussi derrière la relation client et l'expérience client au sens large, puisque aujourd'hui, l'autre principal sujet, c'est désiloter la relation client avec les call centers historiques qui sont devenus des centres de contact et qui deviennent des centres d'expérience et rajouter en plus des couches pour éviter qu'on ait des éléments de discours qui soient dissonants entre un canal, qui va être le canal du téléphone par exemple, et l'expérience qui est vécue dans le retail ou qui va être vécue juste au moment de la livraison où la personne qui livre le meuble ou l'élément de déco va pas être habillée comme il convient. Donc évidemment que le métier a beaucoup changé, évidemment qu'il y a des enjeux très importants. Très bien. Grit, au sein de Thalys, quel KPI vous avez déployé et finalement, est-ce qu'il monte jusqu'à la direction générale et à quelle fréquence peut-être? Chez Thalys, on a fait un très clair choix. On a gardé en interne notre service client et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fait partout. Chez nous, ça a été un choix vraiment délibéré pour permettre aux agents du service clientèle de vraiment participer à la construction des offres et des services, de donner leur feedback en direct, d'être informés en temps réel des éventuels changements du plan de transport, des choses qui se passent, et de pouvoir directement agir ensemble avec leurs collègues du département commercial ou production ou même autres services, et directement donner un feedback. Et donc le fait que ce soit vraiment sur le même étage que la direction commerciale, on a aussi un agent du service client qui est assis au centre opérationnel et qui donne du feedback directement à ses collègues de l'opérationnel. Je pense que ça permet vraiment d'avoir la puce à l'oreille du client et de vraiment écouter la voix du client en interne qui est le service client. Donc il va de soi que nos KPI sont bien sûr suivis aussi en comité de direction toutes les semaines. C'est récent ou c'est... Non, ça fait chez Thalys, en fait, la culture du client et le client au centre, ça a toujours existé. On a fait très très vite quand Thalys a été créé, le suivi des enquêtes clients, le suivi de la voix du client. Dès la création du service client, il a été internalisé et gardé en interne.
Et c'est vrai que vous êtes pour cela souvent montré en exemple et en cas d'école. Thierry Thermont, au sein de Parnasse, quel KPI vous avez développé pour piloter l'expérience client et jusqu'à quel niveau ça remonte, ces KPI? Alors, en fait, on est dans un modèle un petit peu différent à Parnasse. Pourquoi? Parce que Parnasse a été créé il y a bientôt maintenant 15 ans à l'initiative d'Orange. C'était d'ailleurs assez intelligent. C'était à l'époque où on était sur un marché d'acquisition, sur le marché des mobiles, sur le marché de l'Internet, où là, il y avait taux de croissance extrêmement important. Et Orange s'est dit, oui, mais le marché d'acquisition va s'arrêter, on va passer sous un marché de fidélisation. Et donc, ce serait bien que, bien à l'avance, bien avant tout le monde, qu'on crée une entité qui soit capable de travailler que là-dessus, avec des clients les plus exigeants de France, et de voir un peu ce qui se passe quand on met tous les curseurs à fond. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, à Parnasse, évidemment, l'excellence de la relation client, c'est notre ADN, et évidemment que c'est au cœur de notre stratégie. Et toutes les semaines, au CODIR par exemple, évidemment, tous les items sont examinés, et les gens des réclamations, des insatisfactions, des signaux faibles, on leur voit pendant une demi-heure pour venir nous parler de petits points d'achoppement qu'il peut y avoir. Et les membres du CODIR repartent avec une insatisfaction sous le bras, et c'est à eux ensuite d'appeler le client, de trouver la solution et de résoudre le problème. Ce qui fait que, effectivement, on comprend bien là que c'est vraiment une priorité absolue sur Parnasse. Très bien, merci Thierry. Alors une dernière question, parce que cette table ronde touche bientôt à sa fin. Parmi les pairs qui vous écoutent, qui nous écoutent, si vous aviez un conseil d'un grand défi à relever par un pro de la relation client, quel serait-il? Pour vous, en tout cas, le plus grand défi à relever par un professionnel de la relation, quel est-il? Alors moi, je dirais deux idées. La première, c'est que la relation client est très à la mode. Et donc le risque, c'est effectivement que certains s'en emparent et en font juste un concept. C'est-à-dire juste un petit peu de la poudre aux yeux et puis derrière, il n'y a rien. Donc ça, évidemment, c'est dangereux et il ne faut surtout pas entendre cette logique-là. Le deuxième, je pense qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, sur notre marché, les entreprises qui meurent, alors, sauf cas exceptionnel ou contexte particulier, comme on peut connaître aujourd'hui, c'est toujours pour deux raisons. La première, c'est un manque d'innovation. Et là, évidemment, il ne faut pas attendre que le client vous fasse des suggestions, hein, parce que nous, personnellement, si on avait attendu que le client nous dise qu'il voulait un iPhone, il n'y aurait jamais eu d'iPhone. Hein. C'est vraiment à l'entreprise de proposer l'innovation. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment l'écoute du client. L'écoute du client est extrêmement importante et on dit souvent et on règle souvent la gestion du client avec la fameuse loi de Pareto. Vous savez, 20% des clients, on s'en occupe beaucoup parce qu'ils représentent 80% de chiffre d'affaires. Ça, c'est une erreur. Il faut absolument se débarrasser de cet axiome parce que aujourd'hui, tous les clients ont un pouvoir de nuisance extrêmement important, notamment par les réseaux sociaux. Donc voilà, donc l'innovation et puis bien écouter ses clients. Merci Thierry. Rapidement, parce qu'on me fait signe qu'il y a plein de questions pour vous de notre audience. Alors, un grand défi à relever par un pro de la relation client, Grit? Moi, je dirais qu'il faut prendre le Thalys et expérimenter notre beau service. Excellente idée. Et un conseil qu'on va s'empresser de suivre très vite. Romuald, un conseil? Moi, je crois que j'ai deux conseils. Il faut continuer à professionnaliser le métier et notamment les conseillers clientèle. Il y a une vingtaine d'années, c'était un métier qui était subi. Aujourd'hui, ça peut être un choix. C'est un choix. Il y a des carrières, de belles carrières, de belles réussites dans ce métier. C'est un métier d'avenir. Ça, c'est le premier axe. Et le second axe, c'est surtout ne pas se perdre dans la technologie. À nouveau, je le redis, la technologie n'est qu'un outil, un moyen d'aboutir à des clients heureux et satisfaits. Parfait. Écoutez, merci à tous les trois pour cette intervention très très riche. François-Xavier va nous livrer quelques questions de l'audience. Exactement, Martine, on a des questions pour vous, mesdames, messieurs, qui êtes avec nous cet après-midi. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants directement sur l'application. Une question pour Thierry Thermont. Thierry, bravo pour votre premier canal d'acquisition. Peggy Noble nous demande comment fonctionne votre stratégie de cooptation. Vous êtes bien en B2B? Alors en fait, le système de la cooptation, ce sont nos membres, donc nos clients, qui en parlent à leurs amis, comme vous l'avez compris, et ces amis viennent ensuite chez nous en tant que membres. Et donc c'est du B2C, oui, B2C, je veux dire. Et alors, comment est-ce qu'on le fait? En fait, c'est des gens qui ont un tissu relationnel extrêmement important
Et ça leur fait plaisir finalement de faire la promotion de Parnasse parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Et comme ils en sont satisfaits, ils veulent aussi que leurs amis en profitent. Donc pour nous, c'est tout bénéfice parce qu'évidemment, le coût d'acquisition, vous l'avez compris, là, n'est pas très élevé. Merci Thierry pour cette réponse. On a également une question pour vous trois, alors je ne sais pas qui voudra répondre. Bonjour, c'est Florian Martinez-Lopez qui nous pose cette question. Au-delà des différences culturelles, qualifiez-vous via des datas transactionnelles et comportementales vos clients pour identifier les clients à risque, par exemple? Qui veut répondre à cette question? Personne. Great Listen, allez-y. Je ne sais pas très bien ce que la personne veut dire avec un client à risque. Parce Comment que vous l'envisagez, le client à risque? Pour moi, un client n'est jamais à risque. Un client, il a toujours des commentaires, des questions, des demandes d'informations. Et donc, qu'il soit connu, qu'il soit ministre, parlementaire. Thalys a beaucoup de parlementaires dans ses trains. Ou juste quelqu'un qui fait le voyage à Paris pour des fins touristiques. Pour moi, un client n'est jamais à risque, donc il faut le traiter de la même façon que les autres. Il faut trouver les bonnes solutions, être bien à l'écoute pour ces clients-là. Et donc, je ne le catégorise pas comme personne à risque. Très bien, très clair. Merci Grit pour cette réponse. Et ça s'achève. Nous avons fini avec les questions. Merci à tous les trois. Romuald Cvetkovic, directeur de la relation client de Maison du Monde, Grit Lissens, directrice qualité du service client chez Thalys, et Thierry Ternon, directeur de la relation client chez Parnasse. Merci infiniment Merci à vous. pour votre expertise. À bientôt.